Cette semaine, dans la Cité des femmes, des nanas qui répliquent du tac au tac. Et d'autres qui se demandent un peu tard ce qu'elles sont venues faire dans cette galère. J'ai fait un grand faute, mais chaque personne, elle fait des fautes et tout ça. Pendant plus de 4 mois, les avions de la coalition ont bombardé la ville de Raqqa sans répit. Au pic de la bataille, une frappe toutes les 8 minutes. La capitale autoproclamée du groupe État islamique en Syrie semble une cité fantôme, vidée de ses habitants. Pendant les derniers jours de ce siège sanglant, nous avons suivi un bataillon de femmes yézidis, cette minorité religieuse persécutée par Daesh. Ce matin-là, elles viennent en appui d'une unité d'hommes kurdes et arabes qui peinent à déloger les derniers djihadistes postés dans le quartier. Faites gaffe, le sniper est en position. Le membre de Daesh est de ce côté-là, c'est ça? Exactement. Les combattants doivent approvisionner la position d'en face. Mais à chaque fois qu'ils traversent, Vas-y, fonce! les tirs fusent. Fais gaffe, tes cochines, recule! Cela fait 3 ans que Tekoshin attend ce moment, la défaite prochaine des djihadistes. Au moment de ce tournage, il ne tenait plus que 2 km² dans Raqqa. Les combattants de Daesh sont chaque jour moins nombreux. Il ne leur reste plus que 2 options pour résister. Être sniper ou commettre une attaque suicide. Ça fait 1 semaine que mon unité tient cette position. Ce tireur ennemi nous a repérés, il a déjà tué 2 de mes hommes. Avec l'aide des yézidis, les combattants tentent d'abord d'obstruer la vue du djihadiste. Mon arme! Mais ils continuent de se faire tirer dessus. Pour faire passer de la nourriture aux hommes isolés, il ne reste qu'une solution, une bombe lacrymogène artisanale. Les combattantes ont pour mission de faire diversion. Pendant quelques minutes, le nuage de poussière et les tirs vont permettre de transporter plusieurs sacs de riz. Chacune de mes balles vise à libérer les femmes qui sont entre les mains des islamistes. Moi, je fais la guerre pour elles. Je me bats contre ceux qui asservissent les femmes. Une revanche contre la barbarie des fondamentalistes. Cette ligne de front n'est qu'à 150 mètres de la place Al-Naïm et du carrefour Al-Dalt, devenu le symbole de l'exploitation des femmes à Raqqa. C'est là que Daesh tenait son marché aux esclaves, principalement des jeunes yézidis, qu'ils échangeaient comme du bétail. Je te la troque contre un fusil. Je paye plus si elle a les yeux bleus. Depuis 2 ans, les forces démocratiques syriennes reprennent les territoires du groupe État islamique dans le nord de la Syrie. Cette coalition, soutenue par les Américains et leurs alliés, rassemble des troupes kurdes arabes yézidis. C'est la seule force qui intègre des femmes en première ligne. Ces recrues féminines sont mises en avant par les Kurdes pour séduire l'Occident. Dans le centre de Raqqa, les yézidis ont à leur tour demandé un appui. Celui de Viane, une jeune officière kurde. Attention, il y a un sniper. Avec son unité d'élite, elle doit essayer d'éliminer le tireur qui entrave l'avancée des yézidis et de leurs camarades. Ici, même en première ligne, personne ne possède de casque ou de gilet pare-balles. C'est une armée de fortune, sous-équipée, et les combattants font avec les moyens du bord. Viane et les siens ont mis 15 jours à récupérer ce bâtiment, transformé en poste de tir. Je vérifie s'il reste des mines. Mais ils doivent aussi assurer leurs arrières. Les djihadistes ont creusé des tunnels dans les caves.
Avec ces fils, on construit un système d'alarme anti-incursion. S'ils pénètrent par les tunnels, ils feront du bruit en sortant. Ce sont des pièges très efficaces. Cet immeuble clé est situé en face de l'hôpital national de Raqqa, où s'est caché le tireur de Daesh qu'elles doivent débusquer. Impossible de bombarder l'hôpital, le bâtiment en forme de F. Les djihadistes y retiendraient des centaines de civils en otage. Il faut faire très attention. Ça peut être dangereux. Ne restez pas devant les ouvertures. Cachez-vous bien derrière les piliers. Les tireurs de Vian se trouvent sur une position risquée, exposés aux tirs ennemis. Passe-moi les jumelles. L'hôpital national n'est qu'à 500 mètres. Quelques jours après ce tournage, ce sera l'avant-dernier bastion de Daesh à tomber. Banafsh, un homme avance vers la droite, à la 3e fenêtre. Ça bouge, un homme seul. C'est bon? Vian s'est engagée dans la guérilla kurde en 2013. Elle avait alors 16 ans. Vise plutôt la fenêtre pile en face de toi. La jeune commandante a déjà abattu 18 djihadistes au cours de sa carrière. Il s'est passé quelque chose là-bas en face. Je pense que c'est la relève des guetteurs. C'est rare de les apercevoir bouger. Il faut en profiter et viser rapidement. Les combattantes préfèrent quitter les lieux. Les membres de Daesh pourraient avoir repéré l'origine des tirs. Dans la rue, nous retrouvons l'unité yézidi qui s'apprête à rentrer à la base. C'est la première fois de leur histoire que les femmes yézidis prennent les armes. Ces volontaires ont tout quitté pour combattre le groupe État islamique en Syrie et venger les presque 10 000 yézidis enlevés ou tués en quelques jours en 2014. Les membres de cette unité ont promis de se battre tant que les femmes emprisonnées par Daesh n'auront pas toutes été libérées. Regarde, il est tout neuf. À la chute de Raqqa, ces Amazones espèrent hisser leur drapeau à Deir ez-Zor et dans les autres sanctuaires encore tenus par les fondamentalistes. Pour nous, il est temps de quitter le front. En fin de journée, les frappes aériennes s'intensifient et les risques d'infiltration de Daesh s'élèvent. 2 soldats kurdes nous escortent. Leur mission, guider notre chauffeur. Aux alentours de Raqqa, beaucoup de routes sont détruites, barrées ou piégées. Seuls les combattants connaissent les trajets sécurisés. Mais à peine avons-nous quitté la banlieue de Raqqa. Ah, c'est bloqué, merde. Quelqu'un a une radio? L'armée a bloqué la route que nous avions empruntée quelques heures plus tôt. Tout le monde descend. Nos guides ne savent plus où passer. Surtout, ils n'ont aucun moyen de communication avec leur hiérarchie. Ils partent demander conseil aux villageois qui se trouvent de l'autre côté du monticule. Y a-t-il un autre passage? Ne cherchez pas, il n'y a pas de route. Nous sommes occupés à filmer les habitants depuis quelques minutes, lorsque, soudain... Nos guides ont voulu contourner le barrage, mais en quittant la route et en roulant à travers champs, notre véhicule a déclenché une mine artisanale enterrée là. Maudit soit Daesh. À cet instant, nous craignons la mort de notre chauffeur. Mais il finit par surgir du nuage de poussière. Dieu soit loué, je n'ai rien. Tout va bien. Donnez-lui de l'eau. C'est bon, c'est fini. Sous l'impact, les vitres du véhicule ont explosé. L'avant de la voiture est défoncé. Non, n'allume pas le moteur. Laisse-moi prendre les affaires d'abord. La portière droite est criblée d'impact. Heureusement pour lui, le chauffeur était derrière son volant, côté gauche. C'est ce qui l'a sauvé. Un paysan propose de nous emmener en pick-up jusqu'à la prochaine ville. Nous prenons nos bagages et quittons les environs de Raqqa.
Chaque jour, des civils bravent les mines, les snipers et les frappes aériennes pour fuir les territoires encore tenus par Daesh. Avec leur maigre possession, ces survivants débarquent au camp de Ain Issa, à 50 km au nord de Raqqa. Premier geste de liberté pour la plupart des femmes, ôter les abayas, ces tenues noires qui couvraient leur corps. Cette famille leur a même trouvé un nouvel usage. C'était pour qu'elle se couvre. Et maintenant, C'est fini. l'abaya a été recyclée en paravent. Mais au cœur du camp, certaines femmes refusent d'enlever leur voile intégral. Ce serait un symbole de défaite. Une aile en dur a été réservée aux épouses des combattants étrangers de Daesh qui ont été arrêtés. 20 femmes et 50 enfants, originaires de Tchétchénie, d'Azerbaïdjan, mais aussi d'Europe ou du Maghreb. Ces étrangères ne sont pas formellement emprisonnées, mais elles sont parquées ici, devenues indésirables dans leur pays d'origine. Cette Tunisienne a fui Raqqa il y a 4 mois avec ses enfants et son mari. Daoud, mange. Non, ma chérie. Tiens-toi correctement. Comme la plupart des pensionnaires de ce couloir, Khadija se dit innocente. Elle aurait été leurrée par les discours de Daesh qui lui faisaient miroiter une vie en accord avec l'islam. Qu'est-ce que tu vas devenir? Ma famille, ils ont aimé, ils ont aidé pour retourner. Mon père, ma mère, tout. Ils ont travaillé pour moi. Je retournerai là-bas. Mais je sais que j'ai fait un grand faute. Mais chaque personne, elle fait des fautes et tout ça. Khadija semble regretter son départ en Syrie. Mais ce n'est pas le cas de ses colocataires qui continuent, elles, de se couvrir le visage. C'est notre chambre où on dort et on mange et tout ça. Nous ici, 4 femmes, 9 enfants. C'est syrienne et l'autre c'est Hollanda et elle libanaise. Ilham, la hollandaise, a épousé un djihadiste belge qui travaillait comme policier de l'État islamique. Il est soupçonné d'avoir fréquenté Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attentats de novembre 2015 à Paris. À 23 ans, son épouse parle de ses années à Raqqa comme d'une expérience de vie enrichissante. J'aimais bien mon quotidien. Je ne ressens pas le besoin de quitter la maison tous les jours pour aller par exemple étudier ou travailler. Ça vous manquait pas de sortir? Non, mon mari, lui, sortait. Il rencontrait d'autres gens. Il voyait ce qu'il se passait, il me racontait. Sans le moindre remords, la jeune femme, à nouveau enceinte, veut croire qu'elle peut reprendre une vie normale en Europe avec ses enfants. Il a des papiers, un passeport? Non, il est né dans l'État islamique. Donc c'est un citoyen de l'État islamique? Oui. C'est pas un handicap pour débuter sa vie? Oh non, il est petit. Il ne se rend pas compte. Il ne connaît que son père et sa mère. Il ne savait pas ce qu'il se passait. Il ne peut pas comprendre. Ce n'est qu'un bébé. Hollandais, belge ou apatride, que faire de ses enfants? Selon l'Élysée, il serait 500 petits Français à avoir ainsi vécu sous Daesh. Spontanément devant notre caméra, les autres enfants de combattants reproduisent le signe de ralliement de Daesh, l'index levé. Et leurs mots font froid dans le dos. On vous a parlé des infidèles? Ce sont des apostats qui violent les gens. Pourquoi tu parles des koufars? Les koufars frappent les gens et les mettent en prison. Et qui est infidèle? Vous. Qui nous? Toi et les Kurdes. Seulement les Kurdes? Les Kurdes et les Russes et tous les autres. Et qu'est-ce qu'il faut leur faire à ces gens? Les koufars, faut les tuer. Ce sont des ennemis de Dieu. Ta mère t'appelle. Des appels au meurtre dans la bouche de 6 jeunes enfants, autant de bombes à retardement. Afin de déradicaliser au plus vite la jeunesse arabe,
Les nouveaux maîtres kurdes ont ouvert des centres de formation. Voici la toute première promotion. 34 filles et garçons. La parité absolue. Pour ces étudiants de Raqqa et alentours, fini les appels au djihad. Désormais, les profs parlent de droits des femmes et de collectivisme, à la sauce PKK, le parti marxiste kurde. Si on examine le passé, l'histoire compte de nombreuses héroïnes féminines. Après 3 ans d'obscurantisme, la jeunesse syrienne a soif d'apprendre. Il y a même une liste d'attente pour suivre ce stage. J'ai étudié jusqu'au bac, mais je n'ai pas pu passer l'examen à cause de Daesh. Moi, je me suis inscrit parce que pendant ces dernières années, on ne pouvait pas réaliser nos rêves. Et maintenant, notre pays a besoin de gens éduqués. Il y a 6 mois, ces adolescents vivaient encore sous le joug de Daesh. Dans cette résidence, à seulement 15 km de Raqqa, ils vont cohabiter 40 jours. Mixité, mais aussi partage des tâches. Un sacré choc pour les 3 jeunes de permanence, tâches ménagères ce midi. Passe-moi les verres. Chez moi, le gros du travail ménager est assuré par les femmes. Les hommes peuvent passer 24 heures à la maison sans jamais lever le petit doigt. Ils ne se lèvent même pas. S'il y en a un qui veut de l'eau, il faut qu'une femme lui apporte un verre. Si elle n'obéit pas, il a le droit de gueuler. Au début, l'idée de cuisiner m'a complètement dégoûté. Mais ici, à l'académie, on nous a expliqué que les traditions et normes en vigueur n'étaient pas justes. Du coup, j'ai changé d'avis et je trouve ça bien. Avant notre départ, les étudiants tiennent à nous montrer une debke. Sous Daesh, cette danse typique du Moyen-Orient aurait valu à ces étudiants des coups de fouet, voire la peine de mort. Privés de leurs plus belles années, ces jeunes Arabes veulent aujourd'hui tourner la page et rattraper le temps perdu. Cloîtrées sous Daesh, les femmes réoccupent l'espace public. Et désormais, elles entendent aussi peser sur l'avenir de leur région. Ce matin, les forces kurdes organisent des élections dans la zone de la Syrie qu'ils contrôlent. Un scrutin sous haute protection qui n'est reconnu ni par Damas ni par la Turquie voisine. Voici l'une des principales organisatrices de cette élection municipale. Camarade Barwadan, y a-t-il une liste des observateurs dans chaque bureau de vote? Oui, tout le monde a reçu les instructions. Ok, c'est important. Cette militante féministe a fait du porte-à-porte pour convaincre les Kurdes, mais aussi les Arabes de participer au scrutin. Car dans chacune des 1800 circonscriptions, c'est un binôme homme-femme qui va être élu. Un système paritaire, paradoxalement rendu possible grâce à l'État islamique. C'est en tout cas ce qu'affirme cette ancienne institutrice à Raqqa. Le comportement de Daesh a sorti les femmes de leur torpeur. À cause des fondamentalistes, elles ont dû se demander pourquoi tout m'est interdit. Je n'ai pas le droit de m'habiller comme je veux, de sortir, de saluer un homme, de parler à haute voix. Toutes ces interdictions ont joué en notre faveur. Elles ont poussé les femmes à prendre en main leur avenir. Parmi les villages appelés aux urnes, Alisha. Nous sommes dans une zone contrôlée par les forces kurdes, mais à la population arabe. Et même dans ce coin très conservateur, 5 femmes se sont portées candidates, dont Mariam Ibrahim. Cette paysanne a convaincu son mari de la laisser se présenter, malgré les colibés des voisins. Et le jour J est enfin arrivé. Bonjour, comment ça va? Félicitations, hein? Vive la Fédération de la Syrie et les élections, grâce à Dieu. Devant tous les bureaux de vote, la même affluence. Les électeurs ont répondu présent. Et maintenant, l'enveloppe dans l'urne. Ça s'avère un peu plus délicat avec les analphabètes. Tu veux cocher quel nom? Tu ne sais pas lire, hein? Non. Et chez les femmes, quelle candidate? Yazir Halil. Toi aussi, tu vas voter pour Yassine? Désolé, vous n'avez pas le droit de vous influencer les unes les autres. T'as choisi?
Je ne sais pas. Le secret de l'isoloir, ça sera pour la prochaine fois. Jusqu'à présent, les élections syriennes n'avaient servi qu'à confirmer Bachar el-Assad ou son père au pouvoir. Pour la première fois, Mariam la candidate et ses concitoyens ont l'impression que leur voix compte. Si Dieu le veut, je serai élue. Ou alors une autre candidate. Au fond, on a tout gagné. Le plus important, c'est la liberté et la démocratie, et que ce vote devienne réalité. Dans la soirée, nous apprendrons que Mariam est arrivée en deuxième position, avec 80 votes, contre 300 pour sa principale rivale. Difficile de savoir si ce modèle de société va durer, ou s'il va être sapé par des conflits internes ou des interventions extérieures. En tout cas, c'est une expérience d'égalité et de démocratie inédite dans ces contrées.